Swag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur en direct d'Anaheim, California. Juste derrière moi, le Honda Center, c'est là qu'il y a eu l'UFC 241. On vous en parle depuis maintenant 2-3 mois. Et heureusement pour nous, si on est très mauvais en pronostic, on est bien meilleur pour hyper des événements et des événements qui délivrent. Et celui-là, franchement, c'était super parce que les 3 combats, les 3 chocs annoncés ont vraiment tenu toutes leurs promesses avant d'entrer dans le vif du sujet. Et immense merci à tous parce que ça y est, on va bientôt franchir la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Franchement, ça fait très plaisir. Si on reste une toute petite chaîne, ça montre que petit à petit, les gens nous regardent et nous apprécient. Donc c'est vraiment merci à vous. Et n'hésitez pas donc, à continuer de vous abonner, à commenter, ça nous fait plaisir. Et puis ça nous permet de vous proposer des contenus un peu différents comme ce qu'on a fait avec Cyril Gann. Et ce qu'on a aussi, on a quelques petits trucs là dans les tiroirs qui sont assez intéressants. Et n'hésitez pas également à nous suivre, ou à vous abonner, à lancer les 5 étoiles, ça aussi c'est très important, sur iTunes, parce que ça, là aussi ça nous permet de faire des choses différentes. Et on est également sur Deezer, toutes les plateformes de streaming habituelles, donc si vous vous abonnez là-dessus, ça nous fera très plaisir. Également, bien maintenant, l'UFC 241, c'est pour ça que vous avez cliqué. C'était vraiment complètement fou. De tous les événements UFC auxquels j'ai eu la chance d'assister, vraiment c'était le plus fou, parce que certes, Conor Khabib en l'UFC 229 en octobre dernier, c'était dingue parce qu'il y avait toute cette anticipation, mais c'était vraiment sur un seul combat que tout était construit. Là, il y avait les 2 main et co-main events, il y avait toute une communication là-dessus de la part de l'UFC, et le Romero Costa, même l'UFC, elle avait presque oublié, et Russ disait assez justement d'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il va y avoir ce combat-là parce qu'on ne voit aucune promo. Il y a bien eu ce combat-là, ça a été élu par Dana White lui-même, combat de la soirée, donc Dana White président de l'UFC. Mérité, il y a aussi le Cormier Miocic qui était assez dingue, j'en parlerai dans quelques minutes, mais le Romero Costa c'était la folie. On voyait Romero s'imposer du fait de son pédigré, de tout ce qu'il a fait précédemment, mais Costa, après une absence quand même assez conséquente, a sorti un sacré combat. Il a continué avec ce côté pression harceleur sur Romero, et malgré les coups qu'il se prenait, parce que Romero, vous connaissez son style, aussi bien contre Whittaker que contre, on va dire, Luke Rockhold, il brille par à coup. Et là, même s'il y avait ce côté 3 rounds et qu'on sait que Romero est imprenable sur 3 rounds parce qu'il n'y a pas vraiment ce problème de cardio là, Romero a continué de justement briller par à coup, prendre des mini-pauses. Là, il y avait 2 choses. D'une part, le côté harceleur et pression constante de Costa qui laissait vraiment pas respirer Romero. Et secondo, le fait que Romero s'est quand même fait mettre knockdown dès le début du combat. Et ça, pour quelqu'un comme Romero qui n'a vraiment pas l'habitude de se prendre des coups aussi puissants, parce que ça aussi, c'est Costa, c'était une pression, mais c'était pas une pression à la Diaz avec des coups à 60% ou Max Holloway, où ça vous êtes complètement harcelé, complètement acculé, vous pouvez pas répondre, vous savez plus où vous êtes, et vous faites noyer vraiment par cette activité. Là, Romero se prenait des parpaings de l'espace pendant les 3 rounds. Et répondait aussi, pas avec la même activité, mais répondait également. Donc finalement, Romero a certes réussi à scorer des takedowns, mais il n'a pas emporté, il a perdu par décision unanime. On a eu quelques réactions sur la sueur sur Instagram et sur Twitter avec les gens qui ne comprennent pas. C'est vrai que moi, grand fan de Romero, d'ailleurs on m'a réprimandé par rapport à ça. Bon, j'étais un petit peu déçu, mais après un tel combat, est-ce qu'on peut blâmer qui que ce soit? Peu importe celui qui allait perdre le combat, ils ont fait, tous les deux ont livré 2 très belles performances. Le meilleur l'a emporté, puis c'est certes triste pour Romero qui a 42 ans, c'était un peu sa dernière chance, on va dire, pour le title shot, parce que là il va falloir qu'il enchaîne pour avoir tutoyé les sommets. Mais bon, avec Costa on a du 109, avec les Whittaker Adesanya ça promet de belles guerres à venir, il y a Gastelum aussi qui est toujours dans la course, ok, c'est triste pour Romero, mais pour Costa ça fait plaisir, pour le MMA brésilien ça fait également plaisir. Costa a assumé face à un très 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 gros client, la personne de Romero. Romero, c'est le gars que personne ne veut combattre parce qu'il est dangereux, il blesse tout le monde. Souvenez-vous, Whittaker, le premier combat et le deuxième, à chaque fois il a manqué plus d'1 an. D'ailleurs, Whittaker n'a toujours pas combattu depuis son dernier combat contre Romero. Preuve de la dangerosité du gars. Bien sûr, il y a eu des problèmes extérieurs, mais Romero vous prend quelque chose. Pour le premier combat, c'était le genou. Le deuxième, Whittaker s'était pété la main dès le premier round. Donc voilà, Romero, c'est vraiment un gars hyper dangereux. Il n'y a qu'un seul mec qui le voulait, c'était Costa.
et il l'a emporté, donc franchement panache, bravo à lui. Et j'espère qu'on le reverra assez vite, même si Dana White c'est vrai, a un peu calmé les chevaux parce qu'il a dit quand même, il s'est pris beaucoup de coups, ce qui est vrai. Sa tête, après, en conférence de presse, c'est visage complètement tuméfié. Donc bon, ce serait bien, ouais, il va prendre une petite pause et peut-être qu'on le reverra pour la fin de l'année. À suivre, quoi qu'il en soit. Co-main event, le retour de Nate Diaz, l'ambiance était absolument dingue au Honda Center, parce qu'on est ici donc à Anaheim, c'est juste à côté de Los Angeles, Californie, donc à 200-300 km je crois, peut-être moins, peut-être, n'hésitez pas à dire si ma géographie est vraiment flinguée. Donc de Stockton, puisque Nate Diaz vit, est né, a tout fait à Stockton en Californie, donc ici c'est un peu l'enfant du pays. Tout le monde voulait le voir, tout le monde voulait qu'il gagne. Toute la semaine il a été traité en véritable superstar par le public. Quand il est arrivé, l'ambiance était folle. Déjà il y a eu la chanson de Nate Diaz quand il est arrivé, là vraiment on va dire l'intensité est montée d'un cran. Et quand il est apparu, quand il a fait vraiment son entrée dans le Honda Center, là ça y est, les gens n'en pouvaient plus. En premier round, d'abord Diaz, assez surprenant parce que c'est vrai qu'on vous dit toujours, les frères Diaz, c'est une endurance de folie. Parce que on parle quand même d'athlètes, c'est UFC, MMA, donc de très haut niveau, mais ce sont des gars qui, quand ils ne combattent pas, font des triathlons. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Kron Gracie d'ailleurs, qui est coéquipier avec eux, en fait également. Donc là, ça vous donne déjà une idée du niveau d'endurance de ces mecs-là. Et au premier round, Nate Diaz n'était pas lui-même finalement. Et il a dit en conférence de presse, c'est que comme d'habitude, ces derniers temps, il combattait en 5 rounds. Là, c'était 3 rounds et il s'est dit, en fait, je vais pouvoir un petit peu plus porter mes coups, un peu plus appuyer mes coups. Et il a eu des difficultés avec ça parce que il s'est un petit peu trop livré. Donc premier round, c'était un peu compliqué pour lui. Il y a eu un petit différentiel, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais de puissance, j'ai trouvé dans les premières minutes où je me suis dit, oula, ça va être quand même un petit peu dur pour Nate Diaz, notamment à un moment il s'était fait un petit peu bouger sur un reverse de la part de Pettis, donc ça c'était quand même assez inquiétant. Mais ensuite très rapidement Nate Diaz est redevenu Nate Diaz, a mené le combat comme il le veut. On avait parlé de cette pression là, parce que c'est vrai que pour Nate Diaz comme pour Pettis, vous avez un petit peu le mode d'emploi pour les battre, et Nate Diaz a réussi au fil des minutes à imposer sa pression, à imposer son rythme, à redevenir finalement Nate Diaz, et c'était sublime. Il y a eu aussi quelqu'un a pas mal clashé là-dessus sur le fait qu'on disait que Pettis n'était pas connu pour son sol. C'est dans le sens où on ne disait pas qu'il n'était pas connu, c'était dans le sens où il a un sol légèrement sous-estimé. Voilà. Et Nate Diaz a la chassé au niveau des soumissions, et ça aussi c'était hyper intéressant de voir les deux adversaires se rendre coup pour coup entre guillemets de ce côté-là, parce que c'est vrai que Pettis a tenté la guillotine, si je ne m'abuse, au début du combat, je crois deuxième round. N'hésitez pas à dire si je raconte n'importe quoi, mais là il est quoi, il est 1h du matin, donc voilà, j'ai une petite excuse. Enfin voilà, donc, et ensuite Nate Diaz qui a vraiment cherché la soumission, c'était superbe. Victoire méritée par décision unanime de Nate Diaz, qui a ensuite call-out Jorge Masvidal pour défendre sa ceinture de gangster de l'UFC. Enfin superbe, là aussi tout le monde était voilà, parfait Nate Diaz, parce qu'on en parlait avec Ludosco qui est derrière la caméra. Le combat Diaz-Masvidal, on en a parlé toute la semaine, c'est le combat que nous on voudrait voir, que tout le monde veut voir, et que Nate Diaz saisit cette opportunité là pour dire McGregor, je le mets de côté, je passe là vraiment, il efface McGregor, parce qu'il était dans l'ombre de McGregor, avec tous ceux qui disaient oui, mais il attend le combat contre McGregor, il s'est fait plein d'argent grâce à McGregor. Là il cherche juste la trilogie, et c'est vrai que ça aurait été, on va dire, le chemin classique, logique, de après cette victoire là, dire McGregor, viens, on fait la trilogie, machin. Non, là il va chercher Jorge Masvidal, qui est l'homme en forme du moment, l'homme que tout le monde apprécie en ce moment. Jorge Masvidal qui était hyper content, sourire comme ça, parce que forcément ça va lui faire beaucoup d'argent. Lui aussi va combattre un mec qui, je pense, à mon avis, considère et respecte. Donc si le combat se fait, et ça peut très certainement se faire, puisque même Dana White, le président de l'UFC, a dit qu'il ne voudrait pas voir ce combat-là, franchement, ça, pour nous comme pour vous, ce serait superbe. Parce qu'en plus, voilà, Nate Diaz, il vise, là c'est intéressant, parce que il s'affirme définitivement comme un véritable welterweight, et en plus avec un mec comme Jorge Masvidal, c'est un combat qui s'annonce fun, et aussi contre un top contender, parce que Masvidal, avec ses victoires sur Darren Till, qui restait sur une défaite en title shot, et Ben Askren, qui était numéro 5 de l'UFC, je crois, chez les welterweight, là il est finalement à une victoire du combat pour le titre. Donc pour Nate Diaz, c'est une occasion en or finalement de encore un petit peu plus prétendre à ce statut de superstar de l'UFC, ou de conforter plutôt ce statut, parce que là il a prouvé véritablement cette semaine qu'il était une superstar, et puis aussi
de dire, après le title shot en lightweight contre Benson Anderson, je crois que c'était ça, oui, contre Benson Anderson, pourquoi pas avoir mon title shot en welterweight, parce qu'avec une victoire contre Masvidal, je vois pas trop qui pourrait lui dire non Coco, tu peux faire que des fun fights. Maintenant c'est fun fight, mais aussi également intéressant sportivement. Main event. Daniel DC Cormier contre Miocic 2. On en parlait avec Ross, c'était un peu dangereux comme combat parce que c'est vrai que pour Miocic, après quand on a battu Miocic en un round par KO, faire mieux que ça c'est quand même très compliqué. Mais ça c'est tout le côté compétiteur de Miocic, voyant que le combat contre Lesnar ne pouvait pas se faire, et il a opté pour cette option-là, ô combien dangereuse, mais c'est vrai que s'il l'emportait, on aurait pu dire oui, Daniel Cormier est le meilleur heavyweight de tous les temps. Donc voilà, c'était le combat un peu entre le gars qui a eu le run le plus dominant de l'histoire de la catégorie heavyweight à l'UFC contre DC, son tombeur. Et Daniel Cormier, jusqu'au 4e round, menait les débats, clairement. C'était assez impressionnant, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce slam qu'il a assez bien géré. Et aussi debout. Debout, c'était des frappes puissantes. Il a chassé, donc là, Tim Eke, il a réussi à chasser Miocic, à le toucher durement à multiples reprises. Souvent, on s'est dit, Miocic, là, il passe à une ou deux frappes finalement du KO. Mais Miocic qui tenait, extrêmement endurant comme à son habitude, et au 4e round, Miocic a fait des ajustements spectaculaires parce que ce qu'il n'avait pas du tout fait du combat, à savoir viser le corps, vous connaissez l'adage en boxe, le corps d'abord et la tête suivra, et c'est ce qui s'est passé. Au 4e round, il a enchaîné les frappes au corps puissantes sur Daniel Cormier qui répondait pas à ces frappes là, qui en enchaîné 1, 2, 3, 4, plusieurs coups, plusieurs frappes puissantes, jusqu'à justement se prendre un enchaînement là cette fois à la tête. Et ensuite Miocic qui est extrêmement précis, vous vous souvenez sans doute de ce ground and pound terrifiant sur Alistair Overeem où véritablement il arrive à toucher Alistair Overeem une fois et ensuite il enchaîne des frappes à multiples reprises exactement au même endroit. C'était pareil, une fois qu'il a réussi à sonner Daniel Cormier, il a réussi vraiment super mouvement de tête, changement d'angle, et là il a enchaîné plusieurs coups, 6 frappes à la tête à la suite, et là c'était fini pour Cormier. Herb Dean a arrêté le combat. J'espère que c'est Herb Dean, oulala, je vous dis, je suis cuit. L'arbitre a arrêté le combat, victoire par TKO de Stipe Miocic, super, parce que jusqu'au 4e round il perdait, il a fait vraiment des superbes ajustements avec son corner, et les frappes au corps ont tout changé sur ce combat, donc vraiment bravo à lui. Daniel Cormier qui regrettait, après il y avait un petit peu de voiture, désolé pour le bruit. Il y a Daniel Cormier qui a dit en conférence de presse qu'il regrettait de ne pas avoir suffisamment, on va dire, écouté ses coachs qui lui ont dit fais plus de lutte, parce que c'est vrai que le peu de fois où il s'est servi de sa lutte, ça a payé. C'est vrai qu'à chaque fois il désarçonnait Miocic. En début de combat, il a même réussi, il avait fait une feinte de takedown qui tout de suite, on a vu Miocic qui s'était préparé à ça véritablement, qui a littéralement plongé dedans, ce qui a permis à Cormier de s'ouvrir, de trouver une opportunité debout. Donc c'est vrai qu'il aurait peut-être dû utiliser un petit peu plus sa lutte, mais c'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Pour lui, il a laissé tomber son corner de ce côté-là. Donc voilà, donc pour Cormier, là on se pose des questions, c'est parce que c'est vrai que on se disait assez justement que s'il venait à l'emporter contre Miocic, la trilogie contre Jon Jones était écrite finalement. Mais là, vraisemblablement, ce sera pour lui une trilogie contre Miocic. Assez intéressant au vu de ces deux premiers combats, parce que victoire par KO de Cormier lors du premier combat, la victoire de Miocic par KO, ça peut être intéressant. Mais aussi, il y a vraiment cette question de... C'était un peu le spectre de l'UFC 241, c'est la retraite de Cormier. C'est vrai qu'il a été différent des combats habituels là, parce qu'il prenait vraiment le temps avec la presse. Ça avait un petit parfum, on va dire, pour lui déjà de célébration, de se dire je vais bientôt quitter ce jeu-là. Donc là, il n'a pas voulu, il a été interviewé par Joe Rogan juste après son combat. Il a perdu par KO et il a quand même été interviewé, donc ce qui veut dire que vraisemblablement il se préparait quelque chose, mais il n'a pas annoncé sa retraite. Il a dit qu'il allait en parler avec sa femme, il allait voir ce qui allait se passer, mais il a dit en tout cas j'ai pris 2 KO, ça pour moi c'est pas bon, je sais ce que ça veut dire. On ne sait pas ce qui va se passer pour Cormier, en tout cas personnellement moi j'espère le revoir
et qui quitte, s'il vient à quitter le jeu, qu'il parte sur une victoire, parce que c'est vrai que quand un combattant part sur une défaite, ça ternit tout de suite son héritage et on passe de un des plus grands de tous les temps à le mec qui a perdu pour son dernier combat, donc forcément ça ternit un petit peu son image. En tout cas, Cormier, voilà, il a perdu 3 fois, 2 fois contre Jon Jones, 2 fois contre Miocic, bon, rien de honteux. Miocic qui devient donc le deuxième à le finir après Jon Jones, et pour Cormier, terrible, puisque c'est à Anaheim lors de l'UFC 214 en juillet 2017 qu'il s'était fait finir également par Jon Jones, donc une arène un peu maudite pour lui, voilà. Triste pour DC, superbe pour Miocic qui reprend son trône, lui qui a maintenant le champ libre, il a le choix du roi, combat contre Jon Jones, trilogie contre Cormier ou revanche contre Francis Ngannou, voilà. Stipe Miocic a le choix. Je prends mes petites notes rapidement parce que c'est vrai que cette carte-là, qui était vraiment impressionnante, il y avait l'avantage aussi d'avoir un certain nombre de jeunes combattants qui étaient assez intéressants et dont certains que nous avons interviewés et que on sortira ça très rapidement. Donc il y avait notamment, je me trompe toujours, je m'en mêle toujours les pinsons dans son nom. Eh bien c'est Sodiq Youssouf, je vais toujours l'appeler Youssouf Nurkic, je crois que c'est en rapport avec un joueur de football, mais enfin bref, on l'avait interviewé, c'était vraiment un espoir d'organisation nigérian, et pour le coup lui pur produit du Nigeria, parce que c'est vrai que souvent dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent oui, non, parce que quand même, pour ma part je trouve ça assez stupide, Israël Adesanya, oui non il n'est pas nigérian parce qu'il s'est entraîné en Nouvelle-Zélande. Kamaru Usman, non, il n'est pas nigérian non plus parce qu'il a la double nationalité américaine. Oui, à un moment donné, les mecs sont nés dans ces pays-là, ils portent ces drapeaux-là, ils s'essayent de faire avancer le MMA dans ces pays-là, donc on peut aussi reconnaître que, ok, ils ont bénéficié des infrastructures des pays occidentaux où le MMA est développé, mais c'est vrai qu'ils font quand même avancer les choses là-bas, ils se revendiquent comme africains et de surcroît nigérians, donc c'est vrai qu'on peut éviter de leur enlever ça. Enfin voilà. En tout cas, là, notre cher Sodiq Youssouf, qui est donc lui un pur produit du Nigeria. Maintenant, il s'entraîne un petit peu dans d'autres pays, mais c'est vrai que lui, c'est un fervent défenseur de ça. Il veut l'événement UFC en Afrique. Donc là, il joue un petit peu gros parce que l'UFC l'avait mis contre un adversaire assez solide. Il a d'ailleurs même été touché durement en début de combat, mais il a réussi à justement aller au-delà de ça. C'était le 4e combat de la soirée, donc juste avant les 3 chocs des titans. Donc preuve que l'UFC, on va dire, misait un petit peu sur lui. Et finalement, il s'impose par KO. Donc il arrive à mettre knockdown son adversaire, ensuite il le finit en ground and pound. Peut-être que l'arrêt de l'arbitre est un peu rapide. En tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, là maintenant il confirme, il passe à 10-1 en carrière avec cette victoire. Bon, que dire de plus, il a su traverser la tempête, montrer qu'il avait du courage, montrer qu'il avait du cœur pour s'imposer par KO. Excellente nouvelle, franchement excellente nouvelle pour lui parce que ça montre que le MMA africain monte, et puis là on a un nouveau gars assez intéressant. Après bon, attention danger, il est en featherweight, vous connaissez la catégorie entre les Habit, les Yair Rodriguez, les Korean Zombie, les Renato Moicano dans une certaine mesure. Là il y a quand même un certain nombre de clients, donc c'est vrai qu'il va falloir prendre ça avec des pincettes parce qu'avec ce qu'il a montré là, bon, il y a ce côté, ce qui était agréable à voir, c'est que c'est vrai que là aussi, il a mis une pression constante debout. Il n'a pas reculé malgré les coups qu'il s'est pris qui étaient assez puissants. Mais on peut se dire que contre un adversaire qui aura, c'est vrai, peut-être plus d'armes que notre ami Benitez, ça pourrait éventuellement lui jouer des tours, en tout cas affaire à suivre, mais très intéressant pour lui. On me demande de barrer, donc voilà, c'est fini. On parlera très prochainement de Cory Sandhagen qui a fait une super performance contre Rafael Assunção et de tous les autres espoirs qui combattaient sur la carte, voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'être ici à Anaheim. Et puis j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a fait cette semaine, les photos, les posts sur les réseaux sociaux, les articles. Voilà, merci à vous, merci du fond du cœur de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur iTunes et sur toutes les plateformes. À la prochaine. Puis comme dirait Rust, peace. Swear.